Maire de Fréjus depuis 2014, David Racheline compte bien mettre le cap sur un deuxième mandat dans cette ville du Var. Fort d'un bilan positif avec notamment une réduction de la dette sans augmenter les impôts, celui qui fut le plus jeune sénateur de France avance de nouveaux projets. À 5 jours du premier tour des élections municipales, les 7 principaux candidats à la mairie de Paris se sont affrontés mardi soir lors d'un second débat télévisé. Une opposition musclée entre Anne Hidalgo et Rachida Dati mettant Agnès Buzyn sur la touche. Large vainqueur du Mini Tuesday, le démocrate Joe Biden semble définitivement distancer son adversaire socialiste Bernie Sanders. Une victoire qui montre l'incapacité de la gauche américaine à trouver un nouveau souffle. Madame, Monsieur, bonsoir. Poursuivons notre tour de France pour les municipales. David Racheline persiste et signe. À 5 jours du premier tour du scrutin, nous partons à Fréjus dans le Var à la rencontre d'un des plus jeunes maires de France, un mandat qu'il compte bien renouveler. Fréjus est une ville du Var d'environ 50 000 habitants, fondée par les Romains pour s'opposer à la toute-puissance de Marseille. De nombreuses traces de cette époque sont encore visibles dans la ville. En 2014, pour la première fois, un maire du Rassemblement national remporte les élections municipales. Je vote pas le RN, je vote M. Racheline. M. Racheline, il a fait de bonnes choses, je vote pour lui. Depuis 2014, le maire David Racheline a eu le temps de mettre en place une politique. L'heure est au bilan, pour lui et ses administrés. Le principal enjeu à Fréjus, c'était la problématique des finances, du budget et de la trajectoire financière. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, il y avait 144 millions d'euros d'endettement. Aujourd'hui, on est autour de 125 millions d'euros. Donc nous avons réussi à baisser la dette, à continuer à investir pour les Fréjusiens et surtout à ne pas augmenter les impôts. Je crois que c'est important en ces temps difficiles pour les Français. Il va nous falloir poursuivre sur ce terrain-là pour pouvoir investir demain. Pour continuer son action à la tête de la mairie, David Racheline dévoile pour TV Liberté ses projets et sa stratégie pour remporter à nouveau l'élection municipale. Moi, je pense que c'est un mandat d'ouverture que va David Racheline faire. Il a pris des colistiers qui viennent de tout azimut, d'azimuts différents, et ça va être la particularité de ce mandat. Pendant mon premier mandat, nous avons réparé la ville. Nous avons essayé d'investir pour notre centre-ville, investir dans le sport, investir dans nos bâtiments communaux, dans nos écoles. Il va falloir poursuivre cet effort, parce que nous voulons rénover les écoles de Caïs et les agrandir, parce que nous souhaitons rénover totalement notre front de mer, parce que nous avons beaucoup de projets, y compris pour notre centre-ville, pour notre cœur de ville. Certaines stabilités au niveau par exemple de nos impôts, au niveau de nos impôts locaux, au niveau de nos taxes et compagnie. J'ai vu quand même aléatoirement que la ville de Fréjus se désendettait tout doucement. Il a doublé presque le nombre de policiers municipaux. Je suis assez satisfait de la gestion de la ville. Franchement, il a fait des choses. Malgré un soutien et un retour globalement positif, certains habitants ont des attentes pour Fréjus. Malheureusement, il y a peu de choses qui ont été réalisées pour les jeunes. On manque de places de parking gratuites pour les anciens qui veulent venir faire leurs courses dans le centre-ville de Fréjus. Le vieux Fréjus se meurt. Il faudrait redonner encore un coup de pied. Les habitants nous ont rapporté leurs ambitions pour le tourisme, le patrimoine. Je pense qu'il faut aménager ça va se faire, le vieux port, le port romain. Il y a un projet d'aménagement du port romain, de le relier à l'intérieur, à Fréjus. Qu'il faut absolument, ce que j'ai dit plusieurs fois à M. David Racheline, c'est faire un musée. Je crois que nous devons trouver des équipements, créer des équipements pour essayer de sortir de la saisonnalité, parce que nous sommes très marqués économiquement par la saisonnalité. Et donc, nous avons l'ambition de créer des équipements qui permettront de faire venir des touristes tout au long de l'année. Je veux mettre vraiment tous les efforts de la collectivité sur ce terrain-là, car économiquement et commercialement, nous en avons grand besoin. Le maire de Fréjus, en porte-étendard de son parti politique, sait que les résultats des prochaines élections seront attendus au niveau national. Mais c'est tout d'abord pour leur ville et leur avenir que les Fréjusois choisiront d'abord leur prochain maire. Et si David Racheline est favori pour briguer un second mandat, il devra tout de même faire face à 5 autres listes, celles de divers centres, d'Emmanuel Bonnemain, de la France Insoumise de Julien Poussin, de l'Union des centres, rassemblant LR, l'UDI et La République En Marche, menée par Laurence Frage, et 2 listes divers droites de Michel Nord et Richard Serre. Les candidats à la mairie de Paris ont également montré les crocs à 5 jours du premier tour. Le second débat parisien des municipales a donné lieu à de nombreuses passes d'armes. Rachida Dati et Anne Hidalgo ont polarisé les échanges, tandis qu'Agnès Buzyn s'est retrouvée sur la touche. Explication avec Thibaut Bastide.
Les candidats à la mairie de Paris à l'offensive. Après s'être relativement préservés lors du premier débat télévisé, les 7 principales têtes d'affiche à la mairie de la capitale ont lâché leur coup mardi soir à l'occasion du second et dernier débat avant le premier tour. 5 jours avant un scrutin indécis, le maire socialiste sortant, Anne Hidalgo, a donc fait face à ses adversaires Agnès Buzyn, Rachida Dati, Cédric Villani, David Béliard, Serge Federbusch et Daniel Simonet. Un débat qui a repris les thèmes principaux de la campagne, à savoir logement, transport, sécurité et propreté. Sur le fond, rien de neuf. Anne Hidalgo et David Béliard, candidats écologistes et membres de la majorité municipale actuelle, ont mis en avant leur vision très verte de la capitale. L'insoumise Daniel Simonet a joué sa carte ouvertement sociale à tendance multiculturelle, tandis que Rachida Dati, Agnès Buzyn et Serge Federbusch ont mis en avant leur credo sécurité, propreté. En revanche, sur la forme, les candidats ont passé la seconde et se sont montrés particulièrement virulents. Comme attendu, la confrontation s'est rapidement resserrée entre l'édile socialiste et le chef de file des Républicains, tous deux grands favoris des sondages. Anne Hidalgo a d'ailleurs été la première à dégainer, interrogeant Rachida Dati sur le revenu moyen d'un couple parisien avec 2 enfants. Une attaque frontale, immédiatement balayée par l'ancien garde des Sceaux, qui a affirmé ne pas être l'élève du maire de Paris. Il n'en fallait pas plus pour que le maire du 7e arrondissement enfile les gants et enchaîne les coups. En effet, tout au long de la soirée, Rachida Dati a fustigé le bilan désastreux d'Anne Hidalgo, dénonçant les méthodes radicales et les décisions imposées aux familles. Sur le sujet de la propreté, la candidate LR a également renvoyé sa rivale dans les cordes, affirmant que 70% des Parisiens n'en peuvent plus de la mandature actuelle. Une opposition dont Agnès Buzyn a été éloignée. En effet, malgré une bienveillance visible des journalistes tout au long de la soirée, la représentante LREM a été reléguée au second plan, encaissant les attaques sans être capable de les rendre. Interrogé sur d'éventuelles alliances au second tour, l'ancien ministre de la Santé a martelé qu'il n'y aurait d'alliance que sur la base d'un projet, et la candidate LREM de donner quitus à Cédric Villani et David Béliard sur des éléments spécifiques de leur programme. De quoi faire bondir Rachida Dati. Moi, je vais vous dire, on n'est pas à Koh-Lanta, là. C'est pas des alliances entre vous. Et à qui vous donnez le collier d'immunité? D'autant que vous êtes tous bleus. Un premier coup et un second, affirmant avoir pris des risques en quittant son ministère, Agnès Buzyn s'est une nouvelle fois attiré les foudres du maire du 7e arrondissement. En effet, Rachida Dati a affirmé qu'elle aurait déjà un poste de secours prévu en cas de défaite. Une référence à une information du site La Lettre A qui affirme que le nom de Buzyn circulerait pour remplacer le défenseur des droits Jacques Toubon. L'ancien garde des Sceaux avait également mis un point d'honneur à rappeler régulièrement le parachutage dans la campagne de la marcheuse pour appuyer son manque de connaissance des sujets parisiens. De son côté, Serge Federbusch a emboîté le pas, dénonçant des magouilles politiciennes. Tout au long de la soirée, le mathématicien et candidat dissident Cédric Villani a été au cœur de ses premières tentatives d'alliance. Il a d'ailleurs fait remarquer que Buzyn, comme Hidalgo, qui se dispute ses électeurs et son soutien, le tirait par la manche. Un candidat extrêmement courtisé alors que le premier tour n'a pas encore livré son verdict. Si le jeu des alliances a d'ores et déjà débuté, 2 candidats ont refusé de s'y prêter. Serge Federbusch, investi par le Rassemblement national, n'a d'ailleurs pas manqué de pointer la politique politicienne à laquelle on pouvait assister tout en fustigeant le bilan du maire en place. Daniel Simonet n'a de son côté pas oublié de souligner l'appartenance d'Agnès Buzyn au parti présidentiel. Les attaques ont donc fusé mardi soir avec de nombreux moments de cacophonie. Rachida Dati et Anne Hidalgo ont clairement établi le duel à venir pour briguer l'hôtel de ville, alors que les 2 candidates sont toujours au coude à coude dans les derniers sondages d'opinion. Et traversons l'Atlantique à présent, où Joe Biden prend le dessus. À l'issue du vote des primaires démocrates de mardi, c'est le candidat modéré qui l'a emporté devant le socialiste dur Bernie Sanders. Aujourd'hui, les jeux semblent faits. Explication Olivier Frère-Jacques. 846 délégués pour Biden contre 684 pour Sanders. Le duel entre ces 2 sensibilités très éloignées de la gauche américaine tourne en faveur du plus modéré. Le Mini Tuesday, comme on l'appelle outre-Atlantique, rassemblait les votes de 6 États, le Dakota du Nord, l'Idaho, le Michigan, le Mississippi, le Missouri et l'État de Washington, avec en plus le vote des démocrates de l'étranger. Un scrutin qui voyait s'affronter 2 profils que tout oppose, Bernie Sanders, socialiste assumé, et Joseph Biden, vice-président de Barack Obama, et très largement soutenu par l'establishment démocrate. Mardi, c'est ce dernier qui l'a largement remporté, refroidissant les espoirs de voir émerger une alternative authentiquement socialiste chez l'oncle Sam. La rupture était sans doute trop dure pour un pays culturellement libéral.
Pour Gérald Olivier, spécialiste de la vie politique américaine, cette victoire de Biden semble marquer la fin de l'aventure Sanders. Mathématiquement, ce n'est pas encore terminé, puisque il faut près de 2000 délégués attachés à un candidat pour que celui-ci soit assuré de la domination. Pour l'instant, Joe Biden a remporté un petit peu plus de 800 délégués. Bernie Sanders est derrière, il doit en avoir 660 à son nom. Il reste une vingtaine d'États qui n'ont pas encore voté, donc mathématiquement, ce n'est pas encore terminé. Mais en vérité, on voit bien que ce qu'on appelle en anglais le momentum, l'élan est avec Joe Biden. Et il semble bien qu'au sein à la fois de l'établissement du Parti démocrate, c'est-à-dire des structures fédérales et dominantes, tout le monde ait choisi Biden contre Sanders et les électeurs semblent suivre ce choix. Donc d'un point de vue, on va dire, formel, oui, c'est pratiquement terminé à ce stade pour Bernie Sanders. La candidature Biden apparaît même à certains égards comme une candidature nostalgie, c'est en tout cas l'avis de Gérald Olivier. Les démocrates se sont rabattus sur le candidat au contraire le plus sûr, le plus centriste, le plus modéré. Et en fait, derrière Biden, on a une forme de nostalgie Obama. C'est-à-dire que c'était le vice-président d'Obama et il pourra peut-être faire revivre la flamme qui a animé le premier mandat de Barack Obama. C'est un petit peu l'esprit. Un candidat pour rompre la dynamique Trump et qui entend s'appuyer sur le ressentiment d'une partie de l'opinion à l'égard de Donald Trump. La figure de Biden, plus rassembleuse que celle de Sanders, pourrait compliquer la tâche pour le président sortant. Les démocrates comptent sur une chose fondamentale, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés que démographiquement, le pays leur appartient. Il faut bien comprendre que lorsqu'on analyse tous les groupes qui composent la société américaine, les femmes, les jeunes, les cols blancs, les cols bleus, les retraités, les gens qui habitent en ville, les gens qui habitent dans des zones rurales, etc. Lorsqu'on décompose la société américaine, on s'aperçoit qu'une majorité des groupes, et en particulier les jeunes, votent majoritairement avec les démocrates. Donc ils devraient être à la Maison-Blanche. Ils devraient avoir le contrôle du Congrès et ils ne l'ont pas. Et ce qu'on a appelé la coalition Obama, qui était née en 2008, les démocrates étaient persuadés qu'elle allait leur assurer le contrôle des institutions politiques pendant 25, 30, 40 ans, parce que ce sont surtout des groupes jeunes, donc ceux qui ont une espérance de vie la plus longue qui était avec eux. Tout ça s'est arrêté dès 2010, parce qu'ils ont perdu le Congrès, et puis en 2016 parce que Hillary Clinton n'a pas été capable de poursuivre et de conserver avec elle cette coalition Obama. Ce qu'ils espèrent aujourd'hui, c'est que Biden va parvenir à recréer cette coalition et reprendre la Maison-Blanche. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il y aura une campagne derrière, mais ce n'est pas gagné non plus pour les républicains. Biden est un candidat qui commet énormément d'erreurs. Il est manifestement très âgé. Je pense qu'il fatigue très vite et qu'il a des pertes de mémoire. C'est assez évident dans la façon dont il s'exprime quand on regarde les débats et les interviews qu'il donne. Mais la campagne n'est pas du tout gagnée d'avance pour les républicains. Ce sera, à mon avis, beaucoup plus serré que certains veulent le dire. Un duel qui semble tout annoncé, mais qui n'est pas inéluctable, à en croire Clément Perrault, auteur de Démocratie, un Frenchie dans la campagne de Bernie Sanders. Pour lui, ce dernier est bien mal embarqué dans la course à la primaire démocrate, mais tout n'est pas perdu. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'elle est mal emmanchée, puisqu'il est aujourd'hui derrière à plus de 150 délégués d'écart, ce qui vous prouve fait 5% des délégués en jeu, sachant qu'il reste 52% des délégués. S'il arrive à inverser la dynamique, tout est possible. La question, c'est comment et à quel moment il peut y arriver. La possible défaite de Bernie Sanders ne rimerait cependant pas avec la fin du rêve socialiste qu'il incarnait. En effet, selon Clément Perrault, le sénateur du Vermont est parvenu à unir des courants de la gauche américaine, des courants désormais liés qui devront certes trouver un nouveau champion, mais qui devraient bénéficier de l'effondrement écologique et social qu'engendrera le maintien du statu quo. Le scénario le plus probable, c'est une défaite de Bernie Sanders et Joe Biden candidat. En revanche, le mouvement qu'il a enclenché, qu'il a plutôt fédéré, parce que en fait, les causes qu'il défend sont des causes qui sont défendues historiquement aux États-Unis, mais qui jusqu'à maintenant ne s'alliaient pas. Ce mouvement-là, on peut imaginer, va perdurer, notamment à travers des figures, la figure de Alexandria Ocasio-Cortez, des organes, notamment pour la question climatique. On peut penser au mouvement, le Sunrise Movement, et globalement des faits, c'est-à-dire que l'urgence scientifique que porte Bernie Sanders sur la question climatique, elle va de toute façon exploser à la figure du prochain président américain. Et à ce moment-là, les propositions politiques de Bernie Sanders paraîtront beaucoup moins radicales. Rendez-vous est désormais pris pour le 17 mars prochain avec les primaires de l'Arizona, la Floride, l'Illinois et l'Ohio. Une primaire à 4 États et 577 délégués et qui permettra d'y voir encore un peu plus clair.
Et on poursuit avec Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Angela Merkel, toujours plus loin. La chancelière allemande s'est une nouvelle fois dite prête à accueillir une partie des réfugiés poussés vers l'Europe par son homologue turc Erdogan. Ne tirant visiblement pas les conséquences de la précédente vague migratoire qui était à l'origine des viols en masse de Cologne, notamment la nuit de la Saint-Sylvestre 2016, Angela Merkel récidive. Cédant à la pression des partis de gauche et de certaines églises, la chancelière aura une nouvelle fois, avec son laxisme, renforcé les nationalistes de l'AfD. Cette prise de position pourrait par ailleurs ne pas être sans conséquence pour son parti, la CDU, dont une partie de l'électorat est très hostile à l'arrivée massive de clandestins. Harvey Weinstein restera en prison ce mercredi. Le producteur déchu d'Hollywood de 67 ans a été condamné à 23 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'un viol et d'une agression sexuelle. Hospitalisé fin février puis incarcéré à la prison de Rikers Island, Harvey Weinstein devrait être transféré dans un autre établissement de l'État de New York et placé sous très haute surveillance après le suicide l'été dernier de Jeffrey Epstein. Le feuilleton judiciaire n'est pas terminé pour autant pour Harvey Weinstein. Outre son appel probable, le producteur a également été inculpé à Los Angeles pour 2 agressions sexuelles qu'il est accusé d'avoir commises en 2013. Passible de 28 ans de prison, ces charges pourraient faire l'objet d'un second procès en Californie. Des terroristes dans la nature et un timide texte pour protéger les Français. La commission des lois de l'Assemblée nationale planche sur une proposition de loi instaurant des mesures de sûreté pour les djihadistes recouvrant la liberté. Dans les 2 ans, il devrait être une centaine à sortir de prison, des chiffres vus largement à la baisse, eu égard au nombre difficile à établir de ceux qui sont radicalisés en prison. Un panel de propositions figure dans ce texte, parmi lesquelles des mesures de surveillance judiciaire. Sous couvert de fausse protection des Français, un nouvel attirail législatif portant atteinte aux libertés fondamentales des Français pourrait ainsi voir le jour. L'école dégoûte même les parents. Selon le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, sur les 30 000 enfants qui suivent leur enseignement à la maison en France, 2 à 3 000 seraient déscolarisés pour des raisons religieuses. Avec l'approximation de rigueur, cette déclaration s'est accompagnée des habituelles banalités qui sentent fort la Troisième République, parmi lesquelles, je cite, « Nous devons nous organiser face aux adversaires de la laïcité ». Évidemment, l'adversaire n'est pas nommé, et pour cause, le ministre ne vise pas nécessairement l'islam, mais plus généralement les religions qui ne sont pas compatibles avec l'enseignement infligé dans les écoles de la République, où l'idéologie du genre et le relativisme font la loi. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Comme chaque jour, vous pouvez retrouver notre point quotidien sur l'évolution du coronavirus sur YouTube, sur la chaîne officielle TV Liberté. Dans un instant, retrouvez également notre Zoom du jour. Sylvain Durin s'est rendu au Liban pour réaliser un documentaire exceptionnel sur la révolution dans le pays du cèdre. Les Libanais de toutes classes sociales confondues, tout groupement politique, religieux, sectaire confondu étaient dans la rue parce que parce qu'ils en ont marre d'une classe politique qui depuis 30 ans ne fait que voler, ne fait que promettre et inventer des excuses. Donc si tu veux, cette révolte est une réponse à 30 ans de statu quo politique, économique et social. Et ça a été un succès, je te dis, parce que le message qui est pacifiste, pour montrer vraiment aux politiciens que rien ne va nous arrêter. On va rester unis du nord au sud jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Donc je crois que c'est pour ça que ça a fait un très grand succès. Ce soir, retrouvez également Perles de Culture. Frédéric Pic et Arthur de Vatrigan évoquent les sorties cinéma de la semaine. Anne Brassier reçoit ensuite Rémi Hussel pour son roman illustré Le Chevalier au cygne. Tout de suite, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
Jamais sans mon chat. Tel est le slogan d'Enora Le Pape, tête de liste pour la France Insoumise dans la bonne ville de Rennes. Avec un tel nom, elle ne pouvait qu'être tête de liste, évidemment. Comment Madame la Papesse mène-t-elle sa campagne? Eh bien, Madame la Papesse a choisi de faire figurer un matou sur sa liste municipale. Le joli minet, âgé de 2 ans, répond au petit nom de Rec. En queue de liste, tout de même. La place des animaux à 4 pattes sur une liste électorale étant encore difficile à défendre. L'objectif est de sensibiliser les braves électeurs à la cause animale. La Papesse défend donc les citoyens et les citoyennes comme les animaux à poil. Je ne parle pas de Benjamin Griveaux, bien sûr. Elle a donc bâti une liste inclusive où je ne m'y connais pas. Tellement inclusive que c'en est un cauchemar de lire son programme officiel bourré de points médians, de E et de tirets qui se promènent un peu partout. Une vraie copine à la gauche au Greta, elle-même copine au pape François. En fait, tout cela est tristement connu. On ne se soucie jamais autant des animaux que lorsque l'on est incapable de défendre l'éminente dignité de l'être humain, chef-d'œuvre de la création. Là où la papesse de candidate est fortichounette, c'est qu'elle endort l'électeur avec la candidature de son chat botté. Pendant que l'on gâtouille sur la petite bête toute douce, on en oublie les présupposés idéologiques des insoumis. Végétarianisme à la cantine, réquisition de logements, révolution citoyenne à toutes les sauces, révolution violente si nécessaire, mort aux bourgeois, la gauche vaincra. Avec un gros vilain matou sur la liste, l'électeur de Rennes acceptera-t-il de jouer le rôle du pigeon? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.